L'épisode qui va suivre est un super épisode. Comme beaucoup d'épisodes in Power, je l'espère. Peut-être que vous avez déjà écouté d'autres épisodes et peut-être que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je sais qu'on n'y pense pas toujours, mais ça prend que quelques secondes et ça peut vraiment soutenir le podcast. Donc si jamais, juste avant de commencer, vous pouvez là appuyer sur le bouton s'abonner sur la plateforme que vous utilisez. Ça ne coûte rien, mais ça peut vraiment faire la différence. Donc par avance, un grand merci à toutes celles et ceux qui prendront le temps de s'abonner et de soutenir le podcast. Bonne écoute! C'est assez rare quand même les bons restos comme ça où ça cuisine vraiment. Ça se fait de plus en plus rare en tout cas. Ça veut dire quoi, ça cuisine vraiment? Je sais pas, en fait la vraie cuisine coûte cher à produire, tu vois, et en termes de besoins humains, et en termes de matières premières. Rien que faire un jus de viande, ça coûte cher. Ah ouais? Bah déjà t'as besoin de la viande pour faire le jus, donc... Ouais, mais même en temps, malheureusement. Le temps c'est de l'argent. Exactement. Donc un jus finit par coûter cher, et avoir encore ce genre de chef là qui continue à tout faire, ouais, ça se fait rare. Ça se fait rare, et j'ai l'impression que ça se fait rare aussi à Paris, avec l'apparition d'une nouvelle restauration. Les dark kitchen? Pas que les dark kitchen, les restaurants festifs, tu vois, qui ont pour ambition de faire 500 couverts jour. C'est dégueulasse. Franchement, j'ai été déçu de tous les restos festifs. Eh ben, tu sais quoi, je suis content que ce soit toi qui le dises, comme ça je passe pas pour un con, moi. C'est bon, j'assume. J'assume ma position de boomeuse. En vrai, c'est une autre restauration qui est en train d'arriver, qui est d'ailleurs là depuis déjà 4-5 ans, et qui fait pas du bien à la gastronomie française. Non, parce qu'en fait, on peut pas être bon partout. Ouais. Je pense que c'est... Après, c'est un autre business. Est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est des restaurants qui font partie de l'ADN de la cuisine française? Non. Est-ce que c'est une autre proposition? Oui. Donc, est-ce qu'au même titre qu'Uber Eats, ça a le mérite d'exister? Grave. Ouais, c'est vrai. Mais c'est juste pour une autre clientèle, pour des gens qui en ont rien à foutre de ce qu'ils mettent dans leur corps. Ouais. Non, mais en fait, c'est juste qu'il faut pas que ça prenne trop de place. Et en fait, c'est l'éternel débat un peu entre facilité et qualité. Et j'ai l'impression qu'on entre dans une ère où la facilité séduit tellement parce qu'elle est, je pense, aussi plus accessible et que peut-être on récompense moins l'effort, tu vois. Parce que c'est pas des restaurants qui sont donnés. Hein. Alors, c'est vrai que c'est pas des restaurants qui sont donnés, mais t'as un peu déjà le forfait où tu bois, tu manges, tu fais la fête. Et si on tisse un peu la métaphore de cette facilité, je trouve que ça vaut dans tout. Ça vaut dans la bouffe que tu vas commander en bas de chez toi plutôt que de te faire à manger. Ça vaut dans le fait de, pas faire du sport parce qu'en fait, t'as ton espèce de truc à l'ancienne, la Wii, là, où tu sais, tu pouvais faire ton sport face à la télé. Enfin, c'est qu'on invente tellement des alternatives plus faciles et souvent moins chères que si tu veux, ça devient difficile en effet pour un chef de se dire moi je vais pas céder à l'appel de la malbouffe ou de sacrifier la qualité de mon poisson, je vais le faire bien comme il faut 2 saisons et ça va me prendre du temps parce qu'en fait si on parle en termes d'avantages compétitifs, pour eux c'est pas intéressant, ça leur coûte plus que ça ne leur rapporte complètement. Et donc ça demande vraiment une forme de foi quoi, parce que sinon t'es assez proche de la religion, ouais. T'es assez proche de la religion et j'espère que les restaurateurs garderont la foi encore un petit peu, parce que là on sort quand même d'une période assez complexe qui dure depuis le Covid et où on voit tout un tas de très bons restaurants, tu vois, qui ferment. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Plein de raisons. Les gens ont moins d'oseille à foutre dans les restaurants qui coûtent plus de 70 €. Et puis je crois que les gens aiment trop la nouveauté en fait. Tu vois? Et ça va dans le même sens que les sites de rencontres, que tout ça. C'est juste le besoin ultime de consommation et de découverte et de « Ok, aujourd'hui, est-ce qu'il s'est passé un truc nouveau dans ma vie ?» Donc, t'as moins cette envie de fidélité à des endroits. T'es sur des applis de rencontres? Non. Pourquoi? Parce que sinon, ma meuf ferait la gueule. Ah oui, ça c'est une bonne raison. Et t'as déjà essayé? Ouais, j'ai déjà essayé, ouais. J'ai déjà essayé. La première fois que je me suis mis sur un site de rencontre, c'était pour soutenir mon meilleur pote. Oh, c'est noble. Qui refusait d'y aller tout seul, quoi. Donc j'ai vendu mon âme et j'y suis allé. Je me demande vachement comment ça va changer notre rapport à l'autre. Je pense qu'on a encore plein de gens sensés, tu vois, qui trouvent pas ça très intéressant. Ouais, mais même moi, je trouve ça pas intéressant et je suis quand même dessus. Ok. Pour quelle raison? Parce que la vérité, c'est que c'est le moyen privilégié pour rencontrer des gens aujourd'hui. C'est faux. Attends, moi j'ai quand même un taf où je rencontre grave du monde, ok? Les mecs que j'ai fréquentés cette dernière année, c'était uniquement par des applis de rencontre. C'est quand même vraiment dommage parce que, je sais pas, un bar c'est fait pour ça, un club c'est fait pour ça. J'avoue, je vais pas trop dans... Ma meuf a sorti un podcast sur le disco justement. Ah, trop bien. En tout cas, elle a été enregistrée sur ça. Et on lui posait la question de en quoi le club a changé.
En fait, une des principales réponses, en dehors du bien-être et de tout ça, c'est les applis de rencontre, tu vois, et les portables aussi, qui font que les gens, en fait, draguent plus en club, tu vois, ils draguent sur leur téléphone. Ouais. Mais parce que terrible. C'est terrible, mais d'un autre côté, je trouve ça beau aussi parce que tu peux rencontrer potentiellement beaucoup plus de personnes que dans un club où il faut qu'il y ait une concordance, tu vois, de temps, voilà, il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu. Évidemment, mais on s'approche de plus en plus du film Heure, tu vois, avec Joaquin Phoenix. Non, j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu. Bon, le mec, en fait, c'est l'IA à son apogée, avec qui tu peux tomber amoureux, en fait. Et tu tombes amoureux de ton téléphone portable. Ouais. Et tu crées une relation et tout ça. Et aujourd'hui, effectivement, en fait, si tu veux rester chez Watt et te commander à bouffer sur Uber Eats, draguer sur ton téléphone et regarder Netflix, tu peux. Tu fais juste 156 kilos à la fin du mois. Et t'es pas plus heureux forcément, quoi. C'est ça. Mais parce que t'as choisi la facilité. Moi, je trouve que c'est ça le dénominateur commun. Et une sorte de besoin maladif, en fait, d'écran. Je suis un gros consommateur d'écran, moi. Ok. Quand est-ce que t'as le temps d'être sur un écran ? En fait, c'est un de mes outils de travail aujourd'hui. Ah bon ? Tu vois, t'as le couteau et le portable. Parce que tu fais beaucoup de vidéos ? Parce qu'on fait beaucoup de vidéos, parce qu'ils sonnent toute la journée, parce que tu t'envoies tes mails là-dessus. En fait, tu gères tout ton téléphone. Peut-être dis-nous, qui es-tu, Guillaume Sanchez ? Salut, moi c'est Guillaume. Je suis chef étoilé. Enfin, je suis chef, en fait, je suis cuisinier. Il est parti du haut et puis... C'est ça. Et cuisinier, c'est super. Et je suis une sorte d'artisan de la restauration. Et puis j'ai tiré un peu le fil de ce truc-là. Je me suis rendu compte que en fait, ma plus grosse passion dans la restauration, c'est les cuisiniers, plus que la cuisine elle-même. Qu'est-ce qui te passionne chez les cuisiniers ? Leur abnégation, leur fidélité et leur passion. Et je trouve ça tellement rare aujourd'hui que ça force à l'admiration. Et à force de dérouler, moi je me suis rendu compte que j'ai pas grandi dans le milieu de la restauration, que j'ai grandi entouré de graphistes, de photographes, de réals. Et du coup j'ai monté une agence de com spécialisée dans la food qui mêle un peu toutes mes passions. Bref, je fais plein de trucs. J'ai une boîte de prod aussi à côté. Je signe des cartes pour des établissements. J'écris des bouquins et j'élève un gosse. Ah ouais, quand même. Bravo. Merci. Tu peux nous faire une semaine dans ta vie ? Cette semaine, 2 événements, 5 tournages. Un podcast, du coup. J'ai fait 4 services. J'ai récupéré mon gosse à l'école tous les jours. Je l'ai emmené à l'école. 3 rendez-vous avec mes avocats. Je pense 16 heures de mail. De la compta, des appels d'offres sur l'agence et 2 trains. T'es allé où ? Je suis allé à Lyon. C'est sympa comme ville pour la gastronomie. Ouais. Il y a un établissement que j'aime beaucoup, auquel j'ai participé sur l'ouverture et que je suis de près sur la partie food, qui s'appelle Abstract là-bas, que j'ai ouvert avec Rémi Savage, et qui est extraordinaire, de mon point de vue. Comment tu choisis où est-ce que tu répartis ton temps ? Je choisis pas trop, je crois que c'est une sorte de gros bus qui me roule dessus, tu vois, chaque semaine. Sympa. Non, c'est faux. Il y a 2 choses qui régissent mes semaines. Le besoin de créer de la valeur sur mes sociétés, et donc de créer du chiffre d'affaires. Ça, je dirais que c'est 70% de mon temps. Comment je fais pour que mes salariés soient payés à la fin du mois. Et les 30% qui restent, c'est des projets soit plaisir, soit passion. Et j'essaie de garder un peu cet équilibre-là. Comment tu te distingues plaisir et passion ? Plaisir, c'est des projets qui te tiennent à cœur, mais où il n'y a pas de budget et tu dis oui quand même parce qu'en fait, tu sens que d'un point de vue éthique, ça te ressemble, que d'un point de vue esthétique, ça te ressemble aussi, et que bref, tu as envie de monter sur le sujet. Et les projets passion, c'est aussi les projets annexes, tu vois, qui n'ont rien à voir avec ton job, mais que tu ajoutes parce que tu as envie de te lancer là-dedans. Moi, depuis quelques temps, c'est le sport, et c'est assez drôle parce que de la même manière que j'ai tiré le fil sur la restauration, ce qui m'a emmené sur la partie communication agence, je suis en train de tirer le fil à fond sur la partie sportive, et c'est extrêmement passionnant. C'est extrêmement passionnant parce que moi, avec mon regard du coup de cuisinier, j'essaye de geeker à fond toute la partie alimentation, et à quel point... La nutrition, à quel point sur un cas que je connais très bien qui est le mien, donc un gars qui n'avait pas fait de sport depuis 15 ans, à quel point tu peux tricher via la food. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y remettre ? Victor, qui est le second du restaurant, aux côtés de Jorik, et qui lui avait couru un marathon l'année dernière, et qu'on avait vu du coup se préparer alors il courait pas trop, je crois, avant. Et bref, ce truc de le voir se lancer dans un nouveau défi, le réussir, en parler, ça m'a donné envie de m'y remettre. Et moi, ça arrivait à un moment de ma vie où j'en avais besoin aussi, je crois. Tu vois, de trouver un moment pour moi en fin de journée où je pense qu'à ma gueule. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Personne ne m'emmerde à ce moment-là. Et c'est déjà pas mal. C'est un peu ma séance de psy à moi, tu vois. Et tu prends tes baskets, tu vas courir dans Paris et boum. Ouais, c'est ça.
C'est ça, j'écoute... In Power comme podcast dans les oreilles, bien sûr. Évidemment. Beaucoup de musique surtout. Beaucoup de musique. Tous les albums que j'ai ratés depuis 10 ans. Et puis des nouveautés. Bref, voilà. Tu vois, parce que je me dis, t'étais quand même déjà bien occupé à être chef. Je sais pas si t'avais déjà l'étoile quand t'as créé cette agence. Ouais. Ouais, tu l'avais déjà. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait dire que tu allais rajouter ces heures dans ton emploi du temps dédiées à une autre activité que tu ne maîtrisais pas encore? En fait, je crois que l'agence existait déjà intrinsèquement. Il fallait juste lui mettre un cabis, quoi. C'est-à-dire que ce truc-là, qui est devenu un business, c'était mon fonctionnement habituel sur ma propre personne, avec tous les gens qui m'entourent, tu vois. Tous ces photographes qui ont grandi avec moi, mon meilleur pote qui est parrain de mon fils, qui est directeur artistique, un de mes meilleurs potes qui est réal. Enfin bref, en fait, j'ai toujours baigné là-dedans. Ils m'ont toujours entouré et ils ont toujours fait partie de tous mes projets. Il suffisait juste en fait de grossir un peu le trait et de le proposer en service à d'autres personnes en fait. Et à partir de là, on a monté une équipe, créé un projet, pris des bureaux et c'était parti, quoi. Parce que c'est une pression supplémentaire que tu te mets quand même. Enfin, tu vois, c'est se dire, ok, faut que ça tourne, en plus de mon resto que je dois déjà faire tourner. Faut démarcher potentiellement, faut payer tout le monde à la fin du mois. Pourquoi tu te rajoutes cette charge? Je sais pas. Ça t'arrive jamais de te dire, genre, c'est le projet de trop, mais tu vas quand même? Bah non, mais justement, c'est vachement une réflexion que j'ai en ce moment, de me dire, je pense que j'ai envie de faire trop. Ouais, moi je l'ai découvert pendant le confinement. Rien faire, c'est un supplice pour moi. Ah bah, ouais. Un vrai supplice. Et pendant 48 heures, ça a été génial. J'ai rangé mes bouquins par ordre alphabétique. Je passais l'aspirateur 6 fois en une journée. Et après ça, je me suis retrouvé seul face à moi-même et c'était extrêmement chiant. Et j'ai eu besoin, même à ce moment-là, de créer des activités et de dynamiser mes journées. L'agence est arrivée entre les deux confinements. Et c'était un besoin à ce moment-là. Tu stresses comme personne? Plus. Je stresse plus. Qu'est-ce qui a fait que tu ne stresses plus? Avoir un restaurant qui survit au Covid. Je crois qu'en fait, je me suis dit à ce moment-là, mon fils venait de naître. Je me suis dit, genre, franchement, si j'ai réussi à garder la tête hors de l'eau à ce moment-là, bon, ça devrait aller pour la suite. Et ouais, c'est ok. C'est ok. Je suis un bosseur. Je suis entouré d'une équipe incroyable sur chacun de mes projets. Et sans tomber dans le pathos de je serai rien sans mon équipe. Je serai rien sans mon équipe, tu vois. Et ouais, tout ça me rassure en fait. Ça me rassure. Je sais que je peux être focus sur un autre projet et voir l'autre projet qui tourne quand même. C'est hyper stimulant en fait. Comment tu gères le principe hiérarchique qui structure la cuisine? Parce que tu m'as pas du tout l'air d'être tyrannique. Non. Et du coup, je serais curieuse de savoir comment tu parviens à générer tout de même la même obéissance de la part de ta brigade, tout en étant ce mec cool que tu es. Encore une fois, les cuisiniers sont une espèce rare. Une espèce rare, absolument. Faite d'éducation, de respect et d'envie de travailler. Et cette espèce existe encore, en fait. Elle est en danger de mort, je crois. Reproduisez-vous. mais elle existe encore. Et je sais pas, je crois qu'ils sont bien à mes côtés aussi. Parce que je suis plus tyrannique. J'ai été un peu con, tu vois, à une époque. Okay. Parce qu'il y a un moment donné où, quand t'es jeune, je pense que t'essaies de gonfler un peu le torse. Que les exemples de chefs qu'on a pu connaître précédemment prenaient plus de place, tu vois. Et je pense qu'inconsciemment, t'essaies de reproduire ça. En te disant, genre, c'est ça être manager, c'est ça être chef de cuisine. C'est ça, avoir de la prestance. Et puis petit à petit, en fait, t'en reviens, tu te dis que ça te ressemble peu, et puis tu testes des nouveaux trucs, quoi. Moi, ce que j'ai testé, c'est une sorte de lâcher prise sur la partie la plus chiante, qui est la partie au quotidien, en me disant, les personnes qui sont à mes côtés sont les bonnes, ils savent où je veux aller, ils savent ce que je mets en place depuis des années, l'ADN de Nezo est clair, l'ADN de Solide est clair, ils ont juste à naviguer autour de ça. Et en fait, je pense que c'est pour ça qu'ils sont aussi heureux à mes côtés, c'est que dans cette sorte de bulle qui m'appartient, eux naviguent à l'intérieur et à l'extérieur, tu vois, t'as une sorte d'univers en fait qui se lie et qui a du sens. Et c'est pour ça que là, typiquement, sur un cas comme Jorik, qui est un cas que tu connais, le voir grandir dans l'aventure Nezo, c'est juste génial, tu vois. Parce qu'à la base, c'était pas du tout un projet qui était fait pour lui. C'était trop précaire, trop rebelle, trop différent pour un profil aussi carré, quoi. Et finalement, en fait, je pense que il y a trouvé et son intérêt et son plaisir. Qu'est-ce qui t'a plu chez Jorik? Parce qu'il nous a dit que vous étiez rencontrés et qu'au bout de 2 minutes, tu savais que t'allais l'embaucher. Ouais, il est un peu... Ça va, oui. Oh, là, le melon, quoi. Non, c'est vrai en plus. Mais le melon, qui dit ça? C'est un malade. Je vais le virer.
En fait, je savais déjà que j'allais l'embaucher avant même qu'il mette les pieds dans le resto. Parce qu'il y a eu une partie de son CV qui a fait tilt chez moi et je sais pas pourquoi. Il y avait marqué que le mec avait fait un stage en Pologne. Qui est assez fou pour aller faire un stage de cuisine en Pologne. Je sais pas si t'as déjà mangé en Pologne. Non, mais c'est pas incroyable. C'est pas ce que j'aurais en tête en premier. Ah ouais, non, c'est vraiment pas incroyable. Bah lui, il l'a fait. Et je me suis dit, genre, si le mec est assez curieux pour prendre un avion, partir en Pologne, je sais plus combien de temps il est resté, mais je crois qu'il est resté genre au moins 2-3 mois. Partir en Pologne, taper des patates toute la journée, et que derrière, tu vois, il a eu l'ambition de faire des ouvertures pour aller chercher 2 étoiles dans les établissements, fait des apprentissages dans des 3 mags, dans les machins, c'est qu'il y a un truc assez curieux et zinzin chez lui qui pourra potentiellement aller dans mon établissement. Et en fait, ça s'est fait assez vite. Tu l'as vu, Jorik a une tête bien faite. Je parle plus de l'intérieur que de l'extérieur parce que tout le monde sait qu'il est beau, mais en plus de ça, il est très intelligent. Et du coup, ouais, le duo a fonctionné assez rapidement. T'as déjà eu une grosse déception professionnelle ? Ouais, j'en ai eu plein, mais je pense qu'il y a aussi plein de professionnels qui ont eu des déceptions professionnelles avec moi. Tu vois, c'est pas fait pour matcher à chaque fois, je pense. Est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marqué ? Non, parce qu'en fait, je suis toujours content de voir des gens passer par chez moi, rester, j'en sais rien, 6 mois, 1 an, 2 ans, se fâcher et puis partir, et puis derrière, utiliser un peu ce qu'ils ont vu chez Nezo avec leur vision. En fait, c'est assez cool, je trouve, de voir son projet faire grandir ou dégoûter justement quelqu'un qui va faire l'extrême inverse. Ouais, c'est des expériences marquantes. Créateur, en fait, je cherche le mot, mais oui, c'est peu importe ce qu'on en fait. Ouais. Dans tous les cas, il en ressort quelque chose, quoi. Ouais. Et c'est assez drôle parce qu'en ce moment, je me pose la question de qu'est-ce qui donne envie aux gars qui passent avec moi de faire Top Chef. Ça fait quand même 3 candidats en 2 saisons qui sortent de Nezo. Et je me dis, genre, à quel moment j'ai pu leur donner envie de faire ce truc ? Alors qu'on en parle peu. Mais c'est pas toi qui leur donne envie ? Jorik, je crois qu'il a dit que c'est toi qui lui avais convaincu de le faire. C'est faux ! Non, mais ça va pas Attends, bien. ça se trouve, Oh, ça se trouve, Jojo! je réinterprète l'histoire, hein, mais dans ma mémoire, C'est il moi savait qui lui ai pas s'il donné devait envie. le faire. Et toi, tu lui as dit, si mec, faut que tu y ailles, ça va être un game changer. C'est moi qui lui ai donné envie. Je pense qu'il y a eu un 50-50 parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, Jorik sait très bien que je le soutiens dans n'importe quel de ses choix, mais je lui laisse toujours la possibilité de ne pas le faire. Tu vois ? Et Top Chef, je me souviens genre très clairement lui avoir dit genre, si tu le sens, vas-y, mais c'est pas une obligation. Tu vois, tu peux faire sans, tu peux réussir dans ta carrière sans faire ça. Ça existe encore, tu vois, des cuisiniers qui deviennent entrepreneurs alors qu'ils n'ont pas fait Top Chef, et heureusement en fait. Ouais. Il a fait le choix de le faire. Mais ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. Ça a été une des premières conversations qu'on a eues quand il est arrivé chez Nezo, parce que 3-4 mois après, il est venu me voir en me disant genre, je préfère vous le dire avant que vous l'appreniez, Top Chef m'a appelé, je sais pas quoi leur dire. Et je crois que cette année-là, donc la première année, donc il y a 6 ans, c'est moi qui lui avais dit genre, je pense que t'es pas encore prêt, donc viens, on prend le temps. Et il a fait le choix tout seul de pas le faire à ce moment-là aussi. Voilà. Quand est-ce que toi, tu t'es senti prêt de le faire ? Moi, j'ai pas trop eu le choix. Je venais d'ouvrir mon premier restaurant qui s'appelait Nomos. Et ça faisait 2-3 ans que Top Chef m'appelait pour le faire. Et à ce moment-là, donc à l'ouverture de mon premier resto, le Bataclan se passe. Et du coup, les réservations sont en chute libre sur Paris. Les gens ont plus trop envie de sortir. Et Top Chef m'appelle à ce moment-là, en fait. Et moi, j'y ai juste vu genre une grosse occasion de mettre en avant ce que j'étais, ce que j'avais envie de mettre en place dans mes aventures entrepreneuriales. Ça s'est avéré stratégique ? Ça s'est avéré extrêmement stratégique. Ouais, c'était le bon choix. Le bon choix au bon moment, avec toutes les erreurs de jeunesse que tu peux faire d'un point de vue communication, et toute la sauvagerie et toute la froideur que peut laisser transparaître ma personnalité, mais qui cache juste beaucoup de timidité, je pense. Mais qui est très bizarre à voir à l'écran, tu vois. Ah, c'est vrai que timide n'est pas le mot auquel j'aurais Timide pensé. n'est effectivement pas le mot. Enfin, moi, auquel j'aurais pensé, mais après, tu non, te mais connais quand même mieux que moi. Hein. Ouais, mais c'est une sorte de protection, et c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que tu caches ? Je cache rien du tout, mais je pense que j'ai été un gosse extrêmement gentil, tu vois, extrêmement mignon, extrêmement machin, et qu'à un moment donné, en fait, pour se construire et pour survivre un petit peu à ce monde-là, qu'est la restauration et l'entrepreneuriat, il faut gonfler un peu le torse, lever la tête et trouver un moyen de survivre et à la critique et au regard des autres et à la pression quotidienne. Qu'est-ce qui fait que tu choisis la pâtisserie à 13 ans, je crois, alors que, comme tu disais, tu as baigné dans un univers où tu aurais pu entamer la photo, la réal. Ouais. Ouais, je crois que j'aurais même pu faire des études si j'avais envie de le faire. Et puis, je sais pas, j'ai eu envie de partir de chez mes parents, en fait. À 13 ans. Tôt. Ouais, je sais pas, j'avais envie de bouger, j'avais envie de liberté. Je vivais en caserne parce que mon père était militaire.
Et ouais, je crois que j'ai eu envie en fait de m'envoler assez jeune. À un moment donné de l'histoire, dans mon collège, il y a une réunion pendant un de mes cours de maths où t'as les compagnons du devoir qui passent pour expliquer ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Et le soir même, je rentre chez moi et je dis à mon père, ok, je vais chez les compagnons l'année prochaine. Ou 2 ans après, je sais plus. Et il me dit, what the fuck, pourquoi et pour quel métier, si tu veux faire le malin. Et j'ai fait genre, tac, pâtisserie. Pas de problème, Guillaume, mais t'as jamais fait de crêpes de ta vie. Donc on va faire un stage, là, pendant tes vacances de Pâques, et puis tu nous diras ce que ça donne, quoi. Et j'ai fait le stage, c'était juste horrible. J'avais 12 ans et demi, je me levais à 3h du mat'. J'avais froid, j'avais chaud, je m'endormais sur la chaise à côté du four. Et fin de stage, question de mon père. Alors du coup, c'était comment? Et moi, je lui ai dit, bah, c'était super, je vais faire ça. Pourquoi? Pour bouger. Il fallait que je bouge. Et l'internat, à ce moment-là, était une des solutions pour bouger. Tu voulais pas être militaire? Non, on a parlé pendant un temps d'une prépa de droit militaire. C'était une envie. Je crois que j'avais envie de faire du droit. Et l'envie de liberté a été plus forte. Tu l'as eu parce que j'associe pas le monde de la cuisine et de la pâtisserie à la liberté. C'est vachement de rigueur et d'exigence, surtout la pâtisserie. Je crois qu'à 13 ans, quand tu grandis à la campagne, partir dans une ville comme Bordeaux, loin de tes parents, c'est déjà une forme de liberté. C'est vrai. Tu vois ? Et en plus de ça, chez les compagnons, on t'offre la possibilité de gagner ta vie, en fait, et d'avoir un premier salaire. Et moi, ma première fiche de paye, elle a 13 ans. Wow. Et gagner de l'argent à cet âge-là, c'est aussi une forme de liberté. Tu vois ? Faire des choix, pouvoir se dire, genre, ok, cet argent-là, soit je le mets de côté, soit je m'achète une nouvelle paire de baskets tout seul, tu vois, sans avoir à demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Tout ça, c'est des choix, et ouais, j'ai baigné là-dedans, quoi. Qu'est-ce que tu retires de cette formation? Que du bon. Aux antipodes de qui je suis et de ce que j'imagine en termes de liberté pour l'humain ou même en termes de croyance. En revanche, je trouvais ça tellement beau en fait d'avoir un système aussi régulé et respecté et travailleur et voir des femmes et des hommes genre grandir autour du travail et autour d'une passion, tu vois. Je trouve ça incroyable. C'est vrai. Et j'étais entouré de jeunes comme ça en fait, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que c'est très stratégique de commencer aussi jeune, parce que c'est à cet âge-là, je pense, que peut naître le goût de l'effort. Je pense que c'est Clairement. difficile à 20, 25 ans de Ouais. commencer à se retrousser les manches. Quoi qu'on en dise, c'est, je pense, un des trucs qui était emmené par le service militaire à l'époque. Ah bah je suis d'accord. Ou même, si c'est pas militaire, un service civique. Là, je peux dire, la JAPD, je me souviens pas un seul... Enfin, c'était Ouais, ça une dure journée qui 24 passe heures, tellement ouais. vite. Enfin, une journée, c'est absurde. C'est absurde. Et on pourrait apprendre tellement, en effet, si on avait ne serait-ce que ce Non, mais melting pot. quand bien même t'aies pas envie d'avoir de rapport à l'armée parce que c'est possible, au moins qu'il y ait genre, j'en sais rien, une sorte de premier pas dans le monde du travail ou un projet entrepreneurial, tu vois. Au lieu de demander aux gens de faire des exposés sur je sais pas quoi, Elisabeth I. venez monter des projets. Ça peut être n'importe quel projet, ça Ouais. peut être avoir envie de voyager pour aider une asso en Afrique, ça peut être monter une boîte, ça peut être tester des systèmes de vidéo. Aujourd'hui, en fait, tout est possible, tu vois. Donc, viens, on change l'éducation nationale et on met ça en place, genre à partir de la 4e. Les gars, qu'est-ce que vous voulez faire de votre peau? Et je pense que ça créera genre une sorte de dynamique de découverte de passion et de découverte de ce que c'est que travailler, qui changerait quand même pas mal la face du monde aujourd'hui. Si aux prochaines élections, on te propose le poste de ministre de Je l'Éducation. prends tout de suite. C'est vrai. Pas du tout. Mais c'est ça qui est Pas terrible, du c'est que j'ai tout. l'impression que les personnes qui pourraient vraiment Non, faire bouger les choses et qui ont des intentions président sincères ou rien. ne veulent pas. Président ou rien. Ouais, c'est l'ambition qu'on mérite. Exactement. Top Chef, qu'est-ce que ça t'a apporté, pas tellement en termes de retour sur investissement, mais en termes humains, en termes intérieurs? T'as le droit de dire rien. Rien. Absolument rien. Absolument rien. Et c'est pour ça que je suis assez fan du parcours de Jorik, qui lui vraiment a vécu une aventure humaine, tu vois. Et s'est découvert, et a pris confiance en lui, machin. Ça t'a pas donné confiance en toi? Non. Je crois que j'avais déjà confiance en moi. Ouais. Et on prend ça, tu vois, parfois pour... De la vanité? ou un mec trop sûr de lui. Non, pas du tout. Juste avoir confiance en soi, en fait, aujourd'hui, c'est genre, je pense, nécessaire pour pouvoir avancer. Et je savais de quoi j'étais capable. Et malgré ça, j'ai quand même fait de la merde sur ce concours, tu vois. C'était nul ce que j'ai envoyé. Ah bon? Ouais, je pense que les Non, gens... mais l'ont- c'est facile de dire ça, non? Rétrospectivement. Non, pas du tout. Je pense que les gens sont plus attachés à l'envie, à la dynamique énergique que j'ai foutue sur ce concours, plus qu'au plat que j'ai sorti. J'ai rien sorti
d'incroyable. Et comment tu l'expliques que t'as sorti d'incroyable? J'avais jamais cuisiné de ma vie, c'était mon premier concours de cuisine, j'étais pâtissier à la base. Et pourquoi ils ont pris un pâtissier, Top Chef? Parce que je venais d'ouvrir un restaurant. D'accord. Pourquoi t'as ouvert un restaurant alors que tu savais pas cuisiner? Parce qu'à un moment donné, on m'a dit viens, on ouvre une pâtisserie ensemble. Finalement, ça s'est pas fait. Et le deuxième fonds de commerce qu'on m'a proposé, c'était un restaurant. Et mon pote avec qui j'avais ouvert ce premier restaurant m'a dit un truc au téléphone en me disant genre, en vrai, je suis sûr que t'es assez con pour ouvrir un resto alors que t'as jamais cuisiné. Et la réponse était oui. T'as voulu lui prouver que t'étais assez con pour Non, ouvrir un pas resto? du tout, pas du tout. Juste, je trouvais le challenge hyper cool. Sachant que je sortais de certaines expériences qui m'avaient donné envie de cuisiner. C'était un peu comme une sorte de signe, tu vois. Un appel du pied, ouais, une possibilité que j'ai attrapé au vol. Et c'est comme ça que Nomos s'est ouvert. Et 2 ans après, ouverture de Nezo et Étoile 6 mois après. Ça t'a fait quoi d'avoir l'étoile? J'étais fier, j'étais content pour l'équipe. Est-ce que ça te satisfait? Non. Est-ce qu'un 15 sur 20, ça te satisfait quand t'es à l'école? Bah, je me Bon, demande. tu me diras, ça dépend de qui, mais. Non, mais je trouve qu'il y a un côté assez pervers où, en effet, presque, ça devient difficile d'être satisfait et content de soi-même si ce n'est pas le summum. Est-ce qu'on est satisfait de quoi que ce soit au final, hein. J'en sais rien. Moi, j'ai du mal à trouver des. Je crois que j'ai du mal à trouver des petits bonheurs. Tu vois? Moi, j'aime bien quand c'est un peu fat et que je vis des vraies choses. Et je suis un peu intense là-dessus. Effectivement, une étoile, c'est une grande fierté pour l'équipe. C'est une grande fierté pour moi d'avoir su mettre en place un système qui allait chercher ce truc-là. Est-ce que c'est une fin en soi? Pas du tout. Et c'est marrant parce qu'il y a assez peu de temps, on m'a demandé si gravir un sommet, c'était un peu la même chose que d'aller chercher une étoile. Et justement, pas du tout, tu vois. Gravir un sommet, quand t'arrives en haut, t'es en haut. Une étoile, tu te réveilles le lendemain matin, tu vois. Est-ce que tu... Quand est-ce que tu seras arrivé en haut du sommet? Sûrement quand je l'aurai décidé. Quand l'histoire de ma cuisine sera mûre. Là, pour l'instant, je crois qu'on est sur un gros working progress assez général. Et c'est assez mignon, en fait, de se rendre compte qu'à 33 ans, tu sais, je cherche encore qui je suis. D'un point de vue artistique, d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue culinaire. Et je trouve ça cool. It's about the journey, not the destination. Ouais. J'ai un petit quiz pour toi. Un plat qui te rappelle ton enfance. Les Monte Cao de ma grand-mère. Je sais pas ce que c'est. C'est un petit biscuit qui fait à base de saindoux. Et bref, ma grand-mère en faisait quand je passais en vacances à Marseille. Et c'est un joli souvenir. Tu cuisines quoi pour un date? Des pâtes. L'aliment que tu détestes? Ouais, il y en a tellement. Ah ouais. Non, c'est faux. Ah. Moi, c'est plus des mélanges de goût que j'aime pas. Ou des changements. J'adore la Saint-Jacques crue, j'aime pas cuite. Je déteste la Macédoine. Bon bah, Voilà. la Macédoine. Ton plat de la flemme? Pizza. Un plat sous-coté? Le gratin dauphinois. Sous-côté de ouf. Ouais, c'est vrai. Alors que c'est fou. Ouais. Mais c'est fou à une certaine température. Mais tu sais quoi, je pense que ça dépend de trop de critères de préférence personnelle. C'est-à-dire, est-ce que tu aimes la muscade ou pas? La cuisson des pommes de terre, le crème, béchamel. Je crois que c'est plus que ça, en fait. Tu sais, genre, tout ce que t'aimes, en fait, est juste relié à une sorte de bibliothèque émotionnelle de ce que t'as déjà mangé. Et je pense que ouais, tout est fait de souvenirs. Et parfois, enfin, en tout cas, moi, je sais qu'un gratin dauphinois, qui soit fait maison ou qui sorte d'une vieille barquette Picard, quoi qu'il arrive, tu kiffes. Ouais, même quand tu te brûles la bouche parce que tu y allais trop tôt, genre c'est des vrais souvenirs. Un pays où tu rêves d'aller pour manger? Le Pérou. Ouais, j'aimerais bien y aller. Je crois même que c'est prévu en décembre de cette année et j'ai hâte de découvrir. Une adresse food incontournable pour toi? Une de mes adresses préférées, moi, à Paris, s'appelle l'Express. C'est rue du Faubourg Saint-Honoré et ça ferme dans 1 mois. Ok. Ah donc on va y aller. Ouais, c'est à l'ancienne de chez l'ancienne. Je sais pas si je suis plus fan de ce qu'ils servent dans l'assiette ou de ce couple-là qui tient ce lieu depuis, j'en sais rien, 30-35 ans. Bref, voilà, à faire, avant que ça ferme. Si tu ne cuisinais pas, tu ferais quoi? Je sais pas, tout. Je peux tout faire. Il suffit juste d'avoir envie, en fait. Je sais que moi, le job de DA m'a toujours beaucoup attiré, parce que j'ai un peu cette tendance à diriger sur ce que j'aime, moi. En revanche, ça veut tellement rien dire, directeur artistique, aujourd'hui, que... ouais. Mais là, dans cet univers-là. Ouais, dans la partie créative. Un ou une chef qui t'inspire? Il fait chier, il a dit Alexandre Gauthier, l'autre, là. Bah, Alex, quand même. Mais je vais en rajouter un autre qui a marqué le début des années Nezo, parce qu'il m'a beaucoup soutenu à ce moment-là. Il m'a beaucoup soutenu pendant le confinement aussi. Il s'appelle Yannick Aleno.
Très grand chef. Ton candidat préféré de Top Chef cette saison, même si on s'en doute un peu. T'as le droit de surprendre tout le monde et de dire quelqu'un d'autre. Bah non. Non, mais parce que en fait, c'est tellement une histoire qui est devenue genre une histoire de cœur, tu vois, avec Jorik, que évidemment, je vois que lui, moi, à l'écran. Le meilleur conseil que l'on t'ait donné. Ouvre pas de resto. C'était le meilleur conseil et je l'ai pas écouté. Bah non, c'est le pire alors. Je sais pas, le temps le dira. Et enfin, ton style de cuisine en 3 mots. Intense, minimaliste et acide. J'adore cette question parce que personne ne répond la même chose. Ça me fait à la fois découvrir la diversité des adjectifs français et aussi juste la diversité des chefs qu'on reçoit. Bon, maintenant, notre petite épreuve, c'est une épreuve où on va te bander les yeux et on va te faire goûter un snack de notre enfance. Okay. Alors, t'inquiète, tu connais, on a J'ai pas eu à peu d'enfance. près le même. Ah ben on va voir Okay. si tu reconnais. Alors, en plus, je vais aller chercher, mais comme on arrive à la fin de toutes nos interviews, ça commence à devenir difficile de Ok. retrouver à chaque fois un nouveau snack. Ok. Tu vois donc celui-ci, pour moi, il est facile. Voilà, je ne te mets pas la pression, Ok. on te chronomètre. Et Ouais. le but étant de battre le record établi par Stéphanie Lequelec, qui a mis 3 secondes à trouver. Il voit rien. Je montre, bien sûr, à la caméra avant de te le donner. Franchement, pour moi, tu peux trouver. Ouais, mais étant donné que je me rappelle pas des prénoms, comment tu veux que je me rappelle du nom d'un gâteau? Bah, parce que je crois en toi, ne te sous-estime pas. 3, 2, 1, c'est parti. C'est un pépito? Non. C'est genre un granola, un truc comme ça, non? Oui, c'est un granola. Pourquoi c'est un autre Mais nom? je pense que pépito ça fonctionne aussi, non? Putain, il l'aura même pas goûté. Mon fils il m'en demande tout le temps. Ah ouais. C'est pour ça que je reconnais à la main. Mais c'est ceux-là? Ouais, sauf Parce que moi que c'est la marque Pépito Pépito, moi. Ouais, mais Pépito, ils en font pas des comme ça. Bien sûr que si, je reconnais genre le quadrillage et tout. Ah, c'est vrai? Voilà, allez. D'accord. Est-ce qu'on considère du coup que j'ai quand même gagné? Alors déjà, combien de secondes? Parce que c'est pas dit. Donc soit 3 secondes, soit 7 secondes. C'est un pépito ton truc, hein? Est-ce que pour vous, Guillaume a gagné en disant Pépito ou pas? Parce que du coup, là, tu C'est un pépito de tu ouf, serais hein. premier ex-aequo, là. Quelle culture, hein. Quelle culture! Qu'est-ce que t'aurais mis, toi, comme gâteau, genre symbolique de ton Un enfance? chamonix. Oh, c'est niche. De ouf. Bah, écoute, merci beaucoup, Guillaume. C'était très chouette Avec d'échanger plaisir. avec toi. Pour les personnes qui veulent te suivre, on les redirige vers ton Insta. Et pour les personnes qui veulent venir goûter ta cuisine, on Direction les Nézo. redirige Nézo dans le 9e. 9ème, ouais. Rue Ok, Papillon. je mettrai tout ça dans les notes. Et puis, bah, à très vite. À très vite. Merci beaucoup.